Je viens de sortir de Dune partie 2 et je me suis dit que j'allais pas parler d'IMAX, de son Dolby, de scénar, d'effets spéciaux, ni donner mon avis là-dessus. Parce que comme d'habitude, tout le monde s'en fout, et moi le premier. Mais tu vas parler de quelque chose quand même ou pas? Mais oui, bien entendu. Parce que en vrai, niveau scientifique, il y a des trucs vraiment intéressants dans cet univers. Et donc je me suis dit qu'on allait voir un petit peu comment ça marche tout ça, le sable, l'eau, les vers, les réactions cérébrochimiques de Yann quand il voit Zendaya. Non, on va pas parler de ça. Parce qu'effectivement, cet univers est très riche, plein de technologies et de biologie exotique, de langues inconnues, et donc on va voir un petit peu tout ça. Et d'ailleurs, en parlant de langue, j'aimerais vous reparler du partenaire du jour, l'excellente appli d'apprentissage de langue Rosetta Stone. Et vraiment, ça me fait super plaisir qu'ils fassent de nouveau appel à moi, puisque j'adore leur programme. Et c'est vraiment la première fois que enfin j'arrive à être assidu sur mon japonais. Chef, je crois qu'on est en train de se faire hacker là. De quoi? Qu'est-ce que t'attends pour te déhacker? C'est tout écrit en étranger. Et alors, tu parles pas étranger? Comment vous voulez dire, on parle duquel? Celui du hack. Mais je sais pas lequel c'est puisque je vous dis que je le parle pas. Et comment c'est possible ça? Je t'avais envoyé l'invitation à Rosetta Stone exprès. Rosetta Stone? Oui, Rosetta Stone, l'appli pour apprendre les langues. Ah ça? J'ai pas ouvert. Quoi? Mais pourquoi tu l'as pas ouvert? Et parce que vous m'envoyez 14 000 conneries par jour, j'ai du boulot, moi j'ai pas fait gaffe. Oui, mais ça c'était sérieux. Et voilà où on en est maintenant. C'est à cause de ton manque d'engagement qu'on se retrouve dans cette situation. Il propose 25 langues à l'apprentissage, donc t'aurais certainement trouvé de quel étranger il s'agissait. Et en plus, t'as 50% de réduction avec le lien que je t'ai envoyé. Et pourquoi vous l'avez pas ouvert, vous? De quoi je me mêle déjà? Et oui, j'ai cliqué dessus. J'ai même commencé les leçons chez eux. Et ben alors, vous pouvez identifier dans quel étranger c'est écrit? Mais parce que j'ai pas appris ces étrangers-là. Vous avez appris lesquels? Le portugais, le turc, le grec, le philippino... Ouais, tous les trucs pour partir en vacances se faire dorer le boule, quoi. Alors déjà, reste moelleux sur comment tu me parles. Et non, c'est important de rester humble et de s'intéresser un minimum à la culture de là où tu vas. Pas obligé de devenir bilingue, mais comme Rosetta Stone te propose des cours de débutant à expert, le minimum, c'est quand même d'apprendre à dire bonjour, merci, au revoir, ne serait-ce que par respect pour les locaux. Konnichiwa, arigatou gozaimasu, sayonara. C'est quand la dernière fois que vous nous avez dit bonjour ou merci déjà? Non mais ça c'est parce que vous êtes des nuls. Et toi, c'est quand la dernière fois que tu m'as apporté un cocktail avec une petite ombrelle en papier dedans? Ce matin, alors que vous m'aviez déjà demandé de ranger le hangar, de sécuriser le pare-feu et de prendre 3000 lignes de code pour pouvoir hacker les photos de votre ex sur OnlyFans. Ouais, ça va, c'est bon. En attendant, t'as pas sécurisé le pare-feu et on se fait quand même pirater. Et comme t'as pas appris les langues comme je t'avais demandé sur Rosetta Stone, eh ben on va tous très vite se retrouver en vacances forcées. J'espère que t'es fier de toi. Qu'est-ce que vous faites? Je te renvoie le lien pour que tu puisses t'entraîner. Mais on va pas faire ça maintenant. De toute façon, tu comprends rien à ce qui est écrit, donc foutu pour foutu, tiens, regarde, c'est super pédagogique, tu as de la lecture, de l'écoute, tu t'entraînes à parler, tout ça avec des images simples, tu as des cours de 30 minutes à peu près par jour, plein de modules pour t'entraîner selon le thème, c'est ultra complet. Et genre là, maintenant, vous pouvez parler japonais. Mochiron, watashi wa nihongo anasu kotoka dekimasu. Anata wa baka desu. Ce qui veut dire... Inscris-toi sur Rosetta Stone en cliquant sur le lien en description pour bénéficier de 50% sur ton abonnement. L'univers de Dune est vaste et plein de détails, d'idées vraiment marquantes. Les gigantesques vers des sables, les tenues pour récupérer l'eau, et bien entendu, Arrakis, la planète des sables. Mais comment tout ça tient debout? C'est surtout un prétexte pour comprendre un petit peu les phénomènes et technologies qui nous entourent. Alors déjà, commençons par la planète. Vous connaissez ma passion pour ces putains de planètes de sable, et pour le sable en général d'ailleurs. Mais bon, la science avant tout, quand faut y aller, faut y aller. Je suis bien descendu dans la cuve des réacteurs nucléaires pour vous satisfaire. Je peux bien parler de sable 2 secondes. De ce qu'on sait, Arrakis a une atmosphère relativement semblable à la nôtre. 75% d'azote, 23% d'oxygène et 0,023 de dioxyde de carbone. Soit environ 2 fois moins que ce qu'on a chez nous, là, actuellement, là, tout de suite. Vous allez voir que ça peut être assez utile pour comprendre un autre aspect de la planète. Bon, Frank Herbert, dans les romans, parle aussi d'une concentration en ozone un petit peu plus élevée, mais vu que c'est pas fait mention dans les films, on va mettre ça de côté. J'en parle juste pour éviter les Jean-Michel, fans de Dune, qui viennent me le reprocher dans le commentaire. En vrai, je pense que j'ai eu moins de réactions énervées sur les vaccins ou sur l'évolution. Franchement, je pensais pas que c'était à ce point-là, Dune. Et sinon, bien entendu, la concentration en humidité dans l'air est bien moindre, puisqu'il n'y a pas d'océan, pas de lac, et même pas une petite piscine à débordement qui traîne donc des conditions de vie bien différentes. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, il faut voir au niveau de la météo globale. Bien entendu, il peut pas faire le même temps partout sur la planète. Il y a forcément des interactions, des courants d'air chaud et froid, et donc des vents. Et comme chez nous, la température au pôle est forcément un petit peu plus faible. Herbert nous dit que la température de surface peut atteindre 75 degrés. Mais avec un air très sec,
ça peut encore être jouable. Enfin, dans certaines conditions, hein, puisqu'on est à la limite de la cuisson, hein, la vraie, hein, pas juste une histoire de dire, la transformation des cellules et de l'ADN, les liaisons chimiques qui vont commencer à se défaire les unes après les autres à ces températures extrêmes. Mais bon, ça reste encore respirable. C'est s'il commence à y avoir trop d'humidité dans l'atmosphère, même à 50 degrés, là par contre, ouais, non, c'est plus du tout vivable, et là clairement, tu te fais retirer l'océan thermostat 4. Pour le problème de l'eau, effectivement, si on regarde par chez nous, la Terre est la seule planète à en avoir en quantité. Donc c'est pas aberrant qu'une planète puisse en être totalement dépourvue ou n'en est qu'à l'état de trace. Donc jusque-là, pas de souci. Pour ce qui est du sable maintenant. Le sable, ça n'existe pas. Hein. Il faut parler plutôt de différents types de sable. En fait, c'est juste des petits grains d'un truc qui a été plus gros avant. Voilà. Peu importe le truc de départ. Et il y en a de toutes sortes. Ils sont pas tous pareils et ils se sont pas tous formés de la même manière. Je vous renvoie bien entendu à la très médiocre vidéo de Valentine, à la vidéo de la très médiocre Valentine sur le sujet. C'est mieux avec les mots dans l'ordre. Se faire des ennemis à vie, ça c'est bon. Tant qu'à faire, on a une spécialiste exprès pour nous parler de ça, je vais pas commencer à lui voler son taf. Le sable, c'est donc juste des petits grains de plein de trucs, peu importe le truc. Ça peut être des restes réduits en miettes d'origine minérale, donc de cailloux, ou d'origine organique, comme des coquillages, ou des restes de Monsieur Sam lors de notre dernière partie de Mario Kart. Se faire des ennemis à l'international, c'est fait. Ah non, mais je vous avais dit que ça me rendait le côlon irritable, ce putain de sable. Toute la question, ça va donc être de savoir comment on passe d'un truc gros à un truc petit. Donc pas comme 12 parsec avec son régime. Putain, encore 2 pages de script, mon réseau va jamais s'en relever. Comme la teub d'Astronico. Oh mais ta gueule! On voit qu'Arrakis est constitué de rochers. Comment ils se sont formés? Bon, là ça commence à remonter un petit peu trop loin dans le temps. Faudrait demander à Seb de vous avez le droit. Donc on va partir de ce point-là dans le temps et on va voir comment casser pour en faire des plus petits bouts. Une des solutions pour briser les rochers, comme nos oreilles, c'est de lui passer des vidéos d'Archéophények. Pauvre connard, sans talent, feignant. Je vous jure qu'après ce chapitre, je redeviens fréquentable. Une des solutions pour briser les rochers est donc l'érosion due à l'eau. Dans les rivières par exemple, ou avec les vagues. Ça va déplacer des cailloux, les projeter les uns contre les autres, en arracher des bouts, mais l'eau peut également venir à l'intérieur des rochers et en gelant par exemple les faire éclater. L'eau prend plus de place en gelant. Sauf qu'encore une fois, l'eau sur Arrakis, bah y en a pas. Il se peut que la planète ait été comme Mars autrefois, avec un petit peu d'eau qui s'est évaporée. Mais sur Mars, c'est également son atmosphère qui s'est barrée, pas uniquement son eau. Sur Arrakis, l'atmosphère, elle est toujours là. Donc pas sûr que ce soit valable comme hypothèse. D'autre part, sur Mars, on trouve également d'anciennes traces d'eau, qu'on ne voit pas sur Dune. À noter quand même que si nous on se représente les déserts comme des immenses étendues de sable, c'est pas forcément la majorité des déserts qui ressemblent à ça chez nous. Mais Arrakis semble entièrement constitué de dunes de sable. Bref, pour l'eau, bah, on oublie cette possibilité. Un autre moyen, c'est que des bestioles mangent des cailloux et les recrachent une fois broyés dans leur estomac. C'est un peu ce qui se passe sur nos plages à Tahiti par exemple. Sauf que la poiscaille là-bas va bouffer du corail mort et le caguet. En l'espace d'une année, un seul poisson perroquet ingère assez de corail pour déféquer une tonne de sable. Mais c'est du coup du sable d'origine organique, pas du sable à base de silicium comme du granit par exemple. Mais ça peut être également des restes de coquillages ou d'os. Alors a priori sur Arrakis, il n'y a pas de corail ni de noix de Saint-Jacques. Mais bouffer des cailloux et les expulser, bah, ça peut être complètement un mode de création du sable par les vers. On a donc du sable de silicium et vous allez voir que c'est aussi important pour la suite. Si le sable peut être créé par l'érosion due à l'eau, il le peut également grâce au vent. Le vent est moins fort que l'eau, mais avec des vents pouvant atteindre 700 km/h sur la planète, bah en vrai c'est pas déconnant. Dans ce cas, avec le vent, des petits grains de sable vont venir taper, casser et créer de nouveaux petits grains. Des morceaux de roche vont pouvoir également être arrachés et venir se pulvériser les uns sur les autres, sur des plus gros, les fragiliser à leur tour, mais également se rouler sur la tronche les uns les autres, et donc, à force d'abrasion, les rendre tous ronds comme des ballons. Mais un autre phénomène peut jouer sur Arrakis comme dans le Sahara chez nous, la différence de température entre le jour et la nuit. S'il peut faire très chaud dans le désert, c'est bien connu que la nuit, on se pèle le jonc de manière concrète. Pour garder la chaleur, il faut ce qu'on appelle un effet de serre. Découvert en 1856 par Ernest Newton Foote, ce phénomène consiste à retenir la chaleur grâce à des molécules de 3 atomes ou plus dans l'atmosphère. Parmi ces gaz à effet de serre, il y a bien entendu le CO2, le méthane des pets de vache, mais également très important, l'eau. Oui, on a bien 3 atomes par molécule, donc on est bon. Alors, contrairement au CO2 qui, lui, reste dans l'atmosphère, la vapeur d'eau, elle, peut rapidement condenser et tomber en précipitation, ce qui va changer complètement l'effet de serre local. Mais avant ça, elle peut rester sous forme de nuages, qui peuvent être très importants pour garder une certaine chaleur au niveau du sol. C'est d'ailleurs ce qui se passe chez nous, les Parisiens le savent très bien, il fait plus chaud l'hiver quand il y a des nuages que quand il fait grand beau. Justement parce que nous n'avons pas de couche isolante pour retenir la chaleur, les rayonnements infrarouges plus exactement, qui repartent vers l'espace. Sauf qu'on l'a vu, bah, de l'eau,
l'eau sur Arrakis, il n'y en a pas. Ni dans l'atmosphère, ni sous forme de nuages, ni sous forme de glaçons pour le Pastaga. Putain, mais fuyez cette planète maudite! Et a priori, pas vraiment de méthane non plus. Ne reste donc que le CO2 en quantité assez faible, équivalent à celle qu'on avait chez nous à l'ère pré-industrielle. Donc, on peut en déduire que s'il fait 70 le jour, on se pèle bien le derche la nuit. Et du coup, la différence de température assez extrême entre les deux, ça va lui péter la gueule à la caillasse. C'est dû au fait qu'un matériau va se dilater avec la chaleur. Donc le soleil va chauffer la pierre pendant la journée, puis elle va se refroidir la nuit. Mais elle va pas se refroidir partout pareil. Elle va perdre plus de chaleur à l'extérieur, tout en gardant la chaleur à l'intérieur. Ce qui va créer une différence de taille entre les couches plus froides de l'extérieur et les plus chaudes de l'intérieur. Et bim, rupture. Et ça, ça va se répéter pendant des milliers d'années. Donc, érosion due au vent, abrasion du sable déjà présent, et écart des températures extrêmes, voilà en gros ce qui pourrait expliquer la présence de cette saloperie partout sur la planète. Du sable de silicium donc, et pas d'origine donc carbonatée ou organique. Et on passe vite à la suite parce que là j'ai l'impression d'en avoir plein le calfouette, les veuches chez moi partout là. Pour survivre à ces conditions hautement merdiques, le sable et surtout la température, et surtout le sable, nos joyeux et valeureux amis se doivent de porter des combinaisons de protection sans lesquelles ils se dessécheraient sur pied comme une chèvre anémiée. Pour rappel, le corps se refroidit grâce à la transpiration. Le corps sécrète de l'eau et cette eau va pomper de l'énergie à la surface de la peau et donc de la chaleur pour pouvoir s'évaporer. Et en pompant cette chaleur, ça va nous refroidir le corps. On en a déjà parlé dans cette vidéo. Le problème dans les régions tropicales, c'est que l'air étant saturé d'eau déjà autour de nous, la transpiration ne fait plus son effet. Ouais, comme le milieu accueille déjà toute l'eau possible, il en a strictement rien à foutre de venir récupérer celle de ta peau. A l'inverse, si l'air est trop sec, et encore plus s'il fait très chaud, ta transpiration va être absorbée par l'air ambiant extrêmement rapidement. Il va donc falloir s'enquiller des pintes et des pintes pour compenser. Sauf que justement, le bar est fermé. Il va donc falloir éviter de la perdre. Les tenues appelées distilles vont donc absorber toute l'eau que le corps va sécréter, comme la sueur et l'urine, et la recycler. Bon, il n'est pas fait mention du popo dans le film, et on va dire qu'on n'a pas envie de savoir. Grâce à cette tenue, il est dit qu'un humain ne va pas perdre plus d'un dé à coudre de flotte par jour. Et ça, c'est un véritable exploit. Bon, faut pas oublier non plus que nous crachons également de la vapeur d'eau par la respiration. On a tous joué à ça quand on était gamin, à cracher de la fumée quand il fait froid dehors. Et donc c'est pour ça qu'ils ont également un tuyau dans le nez pour pouvoir absorber l'humidité qui recrache en respirant. Par contre, quand ils parlent, effectivement, c'est perdu, quoi. Mais alors, comment ça marche, le distill? Cette technologie, on la connaît déjà, alors, pas vraiment sur Terre, mais un petit peu plus haut au-dessus de nos têtes. Sur Terre, on n'a pas vraiment ce problème-là de flotte. Mais il y a un autre lieu habité où tu peux clairement pas aller te baquer comme tu veux, l'espace. Là-haut, effectivement, faut recycler la moindre goutte. Dans l'ISS, par exemple, toute l'urine et la sueur, ainsi que l'eau recrachée en parlant, est filtrée et ensuite décontaminée pour repartir dans le système. On n'a pas le choix, on peut pas faire monter des packs de cristalline et jeter les bouteilles par le hublot une fois terminé. La NASA a donc mis au point des énormes machines pour centrifuger et filtrer toute cette flotte. Jusqu'à présent, on recyclait jusqu'à 94% de l'eau de l'ISS. On est donc loin du dé à coudre de Dune. Mais depuis le milieu 2023, un nouveau système, ECLSS, permet de recycler 98% des fuites corporelles des astronautes en recyclant la saumure d'urine. Dans un premier temps, on va filtrer par centrifugeuse le pipi des astronautes et le traiter. Mais on va se retrouver avec un concentré qui contient de l'urée, de l'ammoniac et du sel et autres petites réjouissances. Et donc encore un petit peu d'eau qu'on va cette fois pouvoir récupérer par évaporation. Au final, l'eau recyclée est même bien plus propre que celle sur Terre. Que ce soit avec des filtres par centrifugeuse ou par distillation, nettoyer l'eau sur Terre, on sait faire. Toute la question maintenant est donc de savoir comment on arrive à miniaturiser ces systèmes pour les faire tenir dans une seule et même combinaison. À n'en pas douter qu'entre la contrainte évolutive et l'avancée technologique d'ici 20 000 ans, on saura faire. Et là, plus besoin d'arrêt pipi sur l'autoroute, les queues interminables pendant les concerts, ou une pause ravito pendant les marathons. On transpire, on pisse, et hop, il suffit de tirer sur le petit tuyau pour récupérer l'eau qu'on vient de perdre. Magique. Ah, ça va, c'est pas la peine de les dégoûter. Je vous rappelle que l'eau que vous buvez actuellement a été, tout du moins en partie, à un moment donné dans son histoire, bu, transpiré et pissé par une créature. La moitié de l'eau qu'on a sur Terre est antérieure à la création de la Terre elle-même. Donc oui, dans ce verre d'eau, il y a un petit peu d'eau bue par Jules César, par Cléopâtre, et également passée par l'urètre d'un tyrannosaure. Voilà, le distill, ça permet juste de boire sa propre flotte plutôt que d'attendre le cycle naturel.
Mais alors, autant ne pas la perdre, c'est très bien, autant la récupérer ailleurs, quand on peut, c'est pas plus mal non plus. Donc pour ça, on le voit dans le film par exemple, on fout les morts dans des grands sacs hermétiques et ensuite on branche des sortes de pompes qui vont contracter le corps, comme ça, là, et aspirer l'eau. Le processus est extrêmement rapide, sans convoi de système de filtration, de centrifugeuse ou quoi, et écraser quelqu'un, ça suffit pas juste à récupérer de l'eau pure, mais bon. De toute façon, après, cette eau, elle est destinée à aller dans une source sacrée, c'est pas pour la consommation. Donc, bon. Mais bon, on va pas commencer à juger les rites de chacun, ça va bien. Mais en tout cas, voilà, on n'en perd pas une goutte non plus. Une autre possibilité est bien entendu de capter l'eau directement dans l'atmosphère avec ce qu'on appelle des filets à brouillard. Alors ouais, c'est mieux quand il y a du brouillard. Mais en vrai, un filet peut être efficace pour capter la rosée également. Voilà, c'est faisable. Enfin, il y a plein de méthodes pour capter la vapeur de l'atmosphère, et c'est d'ailleurs le principe de la ferme des Lars dans Star Wars, et vous avez une vidéo complète sur le sujet ici. Et enfin, s'il y a bien un truc emblématique de l'univers de Dune, c'est bien les Shai-Hulud, ou les vers de sable, ces espèces de saloperies de 400 mètres de long avec un four de 80 mètres de diamètre, et des chicots que même Wembanyama il peut se cacher derrière. On sait qu'ils sont à l'origine de l'épice, mais bon, on va pas en parler ici, puisque d'un point de vue scientifique, je vois pas bien ce qu'on peut en dire. Alors déjà, le problème des vers, c'est que ça veut pas vraiment dire grand chose, un peu comme le sable. Ça désigne plus une forme qu'une famille de bestioles. Les vers qu'on a chez nous appartiennent à des familles très différentes, sans ancêtres en commun. C'est juste que la sélection naturelle a privilégié cette forme dans plusieurs cas. Donc c'est pas aberrant d'en retrouver sur une autre planète. Ça semble être une forme assez courante, quel que soit l'environnement. A noter qu'on connaît pas l'origine exacte des vers de Dune. Est-ce qu'ils sont là depuis le début, ou est-ce qu'ils sont venus d'ailleurs? Le bouquin, à ma connaissance, n'en fait pas mention, mais quelle que soit l'origine, ça reste relativement plausible. Maintenant se pose la question de leur nature. Certaines théories supposent la possibilité d'une vie non pas basée sur le carbone, mais basée sur le silicium. En fait, quand on regarde le tableau périodique, le silicium est placé juste en dessous du carbone. C'est-à-dire qu'il a à peu près les mêmes propriétés chimiques et de liaison que le carbone. Donc, si les vers, leurs cellules, leur ADN, etc. sont composés de silicium, pour trouver leur nourriture, c'est pas bien compliqué, puisque le sable d'Arrakis est également constitué en grande partie de silicium. Il leur suffit donc de bouffer du sable, un peu comme des végétariens. Et c'est d'ailleurs ce que suggère Herbert dans ses romans en disant que les vers produisent du sable. Donc soit en mangeant des cailloux et en les broyant, comme nous, nos poissons qui bouffent le corail mort chez nous, soit en mangeant des trucs à base de silicium et en créant des petits grains qu'ils expulsent. Et vu les quantités de sable dans l'environnement, leur taille, de ce point de vue-là, c'est pas aberrant. Par contre, si leur cellule est constituée à base de carbone, un peu comme nous, va falloir qu'ils trouvent à bouffer en masse des trucs organiques. Et on parle pas de souris kangourous qui font la taille de mon petit doigt, mais plutôt de kangourous baleines, là. Et va falloir en bouffer du steak pour nourrir le bestiau. Il est fort probable qu'il y ait une vie foisonnante adaptée à la chaleur sur Arrakis, mais certainement pas des gros animaux, ni même des troupeaux entiers de petits êtres capables de nourrir des trucs pareils. Par contre, on sait que le sable est quand même constitué d'une sorte de plancton. Plancton dont fait d'ailleurs partie ces mêmes vers avant de devenir ces espèces de monstruosités. Ils pourraient donc avaler le sable et filtrer les micro-organismes, puis recracher le sable, et ça fait la boucle. Voilà, ça peut tenir la route. Bon mais admettons. Le plus grand animal terrestre, c'est la baleine bleue, qui doit s'enquiller 16 tonnes de surimi pour pouvoir maintenir son métabolisme. Un ver des sables, c'est 16 fois plus long qu'une baleine, et 20 fois plus large. Le truc fait donc le volume de 300 baleines bleues. Faudrait donc qu'il bouffe environ 5000 tonnes de plancton par jour. Bon alors ouais, ça dépend effectivement de son régime alimentaire, de la composition de ses cellules, de son métabolisme, etc. Donc effectivement, ça ne peut être que, par exemple, 500, voire même 20 tonnes. Allez. Mais admettons. Quoi qu'il arrive, il va pas se contenter d'une demi-feuille de salade une fois tous les 15 jours. Donc, où est-ce qu'il trouve sa bouffe? Autre problématique légèrement contraignante, la gravité sa mère. Alors, autant une baleine bleue peut peser 130 tonnes, vu qu'elle évolue en milieu aqueux, c'est pas grave, grâce à la poussée d'Archimède, un peu bas les couilles. Ces déplacements ne sont pas affectés. Par contre, sur la terre ferme, c'est une autre paire de limonade. Sur la Terre, il n'y a pas de poussée d'Archimède qui va venir la pousser par le bas pour pouvoir annuler la masse du bébé. Et on parle quand même d'une bestiole qui potentiellement pèse dans les 40 000 tonnes, le poids du Charles de Gaulle quasiment, quoi. D'ailleurs, la vidéo arrive bientôt, abonne-toi pour pas la rater. Alors déjà, le truc devrait complètement être écrasé par son propre poids. Je vous raconte pas les muscles qu'il faut pour arriver à maintenir un truc rond comme ça, à moins qu'il y ait une sorte de squelette ultra résistant pour maintenir, mais admettons. Le truc bouffe du sable, il est constitué essentiellement d'air pour pas peser trop lourd, et il trouve à se nourrir à moitié de sable, de petits phacochères et d'amour et d'eau sèche. Admettons. Que cette aberration monstrueuse puisse exister, donc, se développer, tout ça. Comment ça fait pour se déplacer dans le sable, et surtout à des vitesses pareilles? Si on prend le roi de la vitesse du règne animal, le guépard. Courir vite lui bouffe une énergie absolument colossale et il va donc passer l'essentiel de son temps à pioncer et ne va dépenser cette énergie que pour chasser après avoir mis toutes les chances de son côté. Mais s'il loupe sa proie, sa dépense d'énergie peut bien lui être fatale au final. Autant je peux comprendre comment on peut courir sur de la terre, nager dans l'eau, mais se déplacer à max 16 sur du sable, comment? How?
Je vois comment les serpents arrivent à se déplacer dans le sable, mais là ces vers, eux, ils avancent déjà en ligne droite. Un lombric, lui, il va venir bouffer la terre devant et contracter ses anneaux pour pouvoir ensuite se déplacer. C'est ultra lent. Là, non seulement les vers doivent se déplacer à la surface, mais également sous le sable, c'est-à-dire brasser des quantités absolument incroyables de sable. Des millions de tonnes à chaque poussée, plus lutter contre les frictions des grains, et même si le sable peut se comporter dans certains cas, dans certaines conditions comme un fluide, non, là, je vois pas. Bref, la taille et la vitesse de déplacement font que cette créature est quelque chose de très hautement improbable. Par contre, même si le truc peut pas exister, faut quand même reconnaître que le truc pète grave la classe. Ça a tellement imprégné notre imaginaire qu'on le retrouve dans beaucoup d'œuvres, comme bien entendu dans Star Wars, avec l'Exogorth de l'Empire contre-attaque, ou bien entendu le Sarlacc du Retour du Jedi, qui est déjà lui bien plus crédible, puisque déjà il bouge pas, il attend tout simplement que tout lui tombe dans le bec, donc voilà, et puis ensuite il digère à sa propre vitesse, et il peut prospérer. En tout cas, il n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. Ça, c'est déjà plus crédible. Un métabolisme lent, une méthode d'absorption qui ne demande aucune énergie, ça va. Ce qui n'est pas le cas donc de l'Exogorth, le ver de l'astéroïde, où là, il faudra vraiment qu'on m'explique comment un truc pourrait être aussi gros, là où dans l'absolu, il n'y a donc rien. Tout en sachant qu'en plus de ça, dès qu'il gobe une proie, elle peut encore s'échapper ou vivre en toute pépouserie dedans, comme les fameux Mynock. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc en résumé, Arrakis, c'est oui, le distil, c'est pourquoi pas, et les vers, c'est... Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon de la science de Dune vous aura plu. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres aspects que vous voudriez creuser. Peut-être moyen d'en faire un épisode 2. Et pour revenir à cette vidéo, merci encore à Rosetta Stone d'avoir permis la production, et merci également à Valentine de Sciences de Comptoir qui a relu toute la partie sableuse du script. Rien que d'en parler, ça... De parler du sable? Non, de Valentine. Et également, merci à tous. Allez voir Dune, en vrai, c'est une expérience plutôt cool, même si au final, toute cette histoire, les magouilles politiques entre quelques familles sur quelques planètes, bon, c'est comme un infime petit bout de Star Wars, quoi. Bon. Bref, rendez-vous dimanche prochain pour la Saint-Patrick avec l'ami Yen Solo. Bien entendu, avant de terminer cet épisode, je voudrais, comme des millions de personnes à travers le monde, tous mes collègues, rendre un immense hommage à un maître, à un génie, qui nous a tant bercé avec ses histoires, ses personnages forts, Akira Toriyama. Sans lui, sans Dragon Ball, je pense que le monde aurait été très différent. Ça nous a appris la persévérance, l'entraide, l'espoir. Quand je vois les témoignages sur les réseaux sociaux, je me rends compte qu'on a tous été les mêmes enfants, à vouloir partir à l'aventure, chercher des boules de cristal, à rêver du nuage magique, à vouloir essayer de faire des kamehameha encore et encore. Bref, on vous prépare une vidéo pour mettre tout ça au propre avec les collègues, mais encore une fois, merci infiniment Toriyama Sensei. Et d'ici là, n'oubliez pas que le génie est partout.